Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction, édition de fin de semaine dont voici les principaux titres. Le fait de transmettre ou de diffuser sans le consentement de la personne son image ou sa voix dès lors qu'elle présente un caractère sexuel sera passible de 2 ans de prison et de 60 000 € d'amende. L'amendement a été voté fin janvier par les députés. Retour sur cette loi, vous entendrez également le témoignage d'une victime. Grâce partielle du président François Hollande à Jacqueline Sauvage, cette décision va-t-elle faire avancer la cause des femmes victimes de violences? Pour en parler, Chantal Paoli-Texier, présidente d'AJC contre la violence basée à Morpa. Et puis en seconde partie de journal, retour sur l'actualité développée sur notre antenne depuis lundi. David Douillet élu à la tête des Républicains dans le département. Réaction du préfet des Yvelines à la probable prolongation de l'état d'urgence ou encore annonce de la participation d'Yvelinois au prochain Vendée Globe. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie dans les Yvelines ce vendredi matin. Ségolène Royal était au Mureau sur l'un des sites d'Airbus dédié à la défense, Airbus leader mondial de son secteur. Elle a assisté aux innovations mises en place mais aussi au travail des équipes de Cryospace, groupement d'intérêt économique dans la construction aéronautique et spatiale. On écoute la ministre au micro de Florane Parfait et Fanny Bourdillon. Toute l'observation depuis l'espace de la Terre et du réchauffement climatique est aujourd'hui indispensable, y compris en articulation d'ailleurs avec les télécommunications, puisqu'on est dans la phase de transition et de révolution énergétique et en même temps de révolution numérique. Donc la question des télécommunications et en même temps de l'observation scientifique du réchauffement climatique, ce sont vraiment des éléments clés à la fois pour connaître les mécanismes, mais surtout pour agir rapidement sur les mécanismes climatiques. Reportage complet à suivre lundi dans notre journal à partir de 18 h en direct. Une autre information politique, elle concerne Saint-Quentin en Yvelines et les tensions entre l'équipe majoritaire de centre droit et son opposition de gauche. Le maire de la Verrière, le communiste Alain Hajaj, a indiqué qu'il ne souhaitait plus siéger au sein de l'exécutif en raison, je cite, d'un refus de dialogue de l'équipe dirigeante, ainsi que l'obstination qui frise, écrit-il dans une lettre adressée à Michel Logier, président de Saint-Quentin. L'humiliation, ce dernier n'a pas encore réagi. Les députés ont donc voté fin janvier un amendement au projet de loi sur le numérique qui prévoit le revenge porn ou vengeance pornographique, qui prévoit que cet acte soit passible de 2 ans de prison et de 60 000 € d'amende. Au-delà des conflits entre anciens amants, ce texte va aussi permettre de mieux punir ceux qui piègent leurs victimes sur des discussions intimes sur Skype, par exemple. Les explications et ce témoignage avec Mickaël Elmidoro. Le revenge porn ou la mise en ligne d'une vidéo à caractère sexuel sur Internet et les réseaux sociaux est désormais condamné par la loi. La mesure a été votée le 21 janvier par les députés. Dans les Yvelines, Yann Dujarier, pistard du club de Vélizy 78, a déjà subi un chantage à la vidéo par une inconnue rencontrée sur les réseaux sociaux. Une demande d'amis sur Facebook, toute simple, avec des amis communs, donc du coup un petit peu moins méfiant. On a commencé à discuter, à parler de diverses choses. Au bout d'un moment, on nous met en situation compromettante. La personne se dénude devant la webcam alors que vous ne demandez rien, quoi. Vous êtes juste en train de discuter et la personne se dénude, quoi. Donc le piège se referme très rapidement, quoi. Une fois la vidéo enregistrée via son écran, l'inconnu menace de la diffuser sur les plateformes de partage si le pistard ne lui verse pas d'argent, mais l'Yvelinois n'a pas cédé. J'ai pas lutté pendant très longtemps, l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, vraiment de faire comprendre que moi je céderais pas à ce chantage. Maintenant, la vidéo était postée et donc le mal était fait. La vidéo a finalement été bloquée sur Internet. 2 semaines après les faits, Yann Dujarier analyse cet épisode. Je sors d'une rupture et c'est vrai que actuellement j'étais certainement plus faible à ce niveau-là. La loi sur le revenge porn prévoit une peine de 2 ans de prison et 60 000 € d'amende. François Hollande a accordé à Jacqueline Sauvage, condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari violent, une remise gracieuse de sa peine d'emprisonnement qui lui permet donc de présenter immédiatement une demande de libération conditionnelle. Nous allons en parler avec notre invitée, la présidente de l'association AJC basée à Morpa. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour. À vous. Association spécialisée dans les questions de violence morale, je le précise, dans le cadre privé. Comment vous avez accueilli cette décision, cette grâce partielle du président tout d'abord? D'abord, nous étions signataires du manifeste pour la libération de Jacqueline Sauvage, en tout cas pour obtenir un autre regard sur son dossier. Donc on ne peut qu'accueillir ça avec joie.
pour cette femme. Maintenant, ça soulève encore beaucoup de questions et de problèmes auxquels il va falloir peut-être s'attaquer à présent. Il y avait eu un fort soutien populaire. On va repréciser le cas de Jacqueline Sauvage. Elle avait tiré en 2012 3 coups de fusil dans le dos de son mari, donc après avoir subi des violences de sa part pendant 47 ans. Fort soutien populaire, mais aussi quelquefois des voix qui se sont élevées contre cette demande de grâce partielle aussi, expliquant qu'il ne s'agissait pas forcément de légitime défense ou encore que 47 ans, c'était largement suffisant pour exprimer les difficultés qu'elle rencontrait. Justement, je pense que c'est là que le bas blesse, c'est que ce procès, c'est aussi le désaveu, c'est la mise en abîme du fait que la justice ne comprenne pas la notion d'emprise. Et que 47 ans d'emprise, ça marque une femme, ça marque toute une famille. Parce que ses filles ont été victimes voilà, aussi, je l'ai pas ses reprécisé. filles, son fils, et le fils est d'ailleurs suicidé juste avant que sa mère n'assassine son père. Donc il y a des corrélations qui auraient dû être faites, qui n'ont peut-être pas été faites. Je pense qu'au-delà de ce qui s'est passé pour Jacqueline Sauvage, c'est effectivement toute la question de la notion d'emprise et de sa méconnaissance par la justice que ce procès interpelle, qui avait déjà été interpellé par l'affaire Lange, remarquablement défendue par le procureur de Douai. Là, en l'occurrence, on est passé peut-être un petit peu à côté et je trouve ça très regrettable. Mais est-ce que ça va permettre de faire avancer les choses, faire évoluer la situation, aussi bien dans l'opinion publique que du côté de la justice? C'est ce qu'on espère, parce qu'effectivement, beaucoup de voix se sont élevées pour justement montrer que c'était cette notion d'emprise qui n'avait pas été prise en considération, de mémoire traumatique, de dissociation de la victime, qui font que les femmes, oui, elles n'osent pas porter plainte. C'est très très difficile quand on est victime de violence de porter plainte. 10% seulement des femmes qui portent plainte, ce sont les chiffres. Plus de 200 000 femmes par an qui seraient victimes de violences conjugales. On peut même citer encore d'autres chiffres, plus 134, c'est le nombre de femmes mortes sous les coups d'un conjoint violent sur l'année 2014. Est-ce que vous avez constaté malgré tout ces dernières années que la parole se libérait un petit peu? Est-ce qu'on pousse plus facilement à la porte des associations comme la vôtre, par exemple? La parole se libère au niveau des victimes. Je pense qu'elles font beaucoup plus de démarches qu'auparavant. Pas forcément pour porter plainte, justement, mais plutôt pour être soutenues et accompagnées. Maintenant, toute la difficulté de la procédure pénale reste encore quelque chose qu'il faut vraiment travailler de manière beaucoup plus aboutie. Parce que même si le 78, le tribunal du 78 est très pointu par rapport aux violences conjugales, ça reste quand même très insuffisant. Et une femme a vraiment du mal à pousser la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie à l'heure actuelle. Le gouvernement a lancé il y a 2 ans un plan de lutte justement contre les violences qui sont faites aux femmes, visant notamment à encourager le dépôt de plainte, des mesures qui ont été prises dans la loi 2014 sur l'égalité femmes-hommes aussi, ou encore le renforcement des ordonnances de protection, généralisation aussi de ces téléphones grand danger aussi, qui devaient permettre ou qui permettent toujours d'appeler rapidement les secours, en tout cas d'avoir une écoute. Est-ce que ça a été efficace ? Je ne saurais pas dire, parce que nous, on a fait une seule demande de téléphone grand danger et on ne l'a pas obtenue. Et c'était un cas de harcèlement. Donc, je pense que les téléphones grand danger qui ont été accordés dans 78, par exemple, parce que je peux me fier qu'à ça, ce sont vraiment des femmes qui ont vécu des violences physiques graves et qui sont dans une situation de précarité en plus. Alors que c'est vrai que nous, le public qui est concerné par les violences morales, c'est quand même des milieux plus favorisés, on va dire, et des femmes qui restent quand même très démunies par rapport à ce qu'elles peuvent faire. Donc, outre le dépôt de plainte, c'est quelle action mener pour se libérer. Parce que c'est encore plus difficile, effectivement, on peut repréciser. Votre association existe depuis 1999. Vous agissez effectivement sur ces questions de violence morale, sur le stalking, le harcèlement, en fait. Là, c'est encore plus difficile à prouver. Malgré le délit de harcèlement de la loi du 9 juillet 2010, ça reste encore un débat qui n'est pas suffisamment porté, je dirais, y compris par les politiques, y compris par les tribunaux. Vous soutenez un projet de loi, vous soutenez... on soutient non seulement un projet de loi plus abouti, mais surtout une application, effectivement, des délits de violence psychologique et de harcèlement, et un travail un peu plus approfondi autour de ces questions-là, et puis surtout, une formation
des magistrats, des professionnels de la santé, des avocats, des institutions, parce qu'on voit encore trop de dossiers. Malheureusement, nous, c'est le constat que nous faisons et que nous portons haut et fort, que le droit des victimes de violences morales n'est absolument pas reconnu. C'est parce que la violence morale elle-même n'est pas reconnue. Donc, au-delà du pénal, comme il y a un défaut de pénal dans ces dossiers-là, on traite ces dossiers-là sous forme de conflit et on ignore totalement les conséquences sur la mère victime. Ce qu'il y a dans le procès de Madame Sauvage, c'est que justement, cette mère victime n'a pas été protégée. Du coup, si elle n'a pas été protégée, ses enfants n'ont pas été protégés et tout le monde s'est tu. Et nous sommes dans nos dossiers, dans ces cas de figure, où, alors par contre, des voix s'élèvent, mais elles ne sont pas entendues. Bon, c'est un peu différent, mais voilà, c'est toujours ces questions soit vous bougez, vous portez plainte et vous n'êtes pas entendu, soit vous ne portez pas plainte et on vous le reproche. Que faire ? Depuis un an à peu près, en mars 2015, en France, l'université Paris 8, en partenariat avec le département de la Seine-Saint-Denis, a proposé à des professionnels du milieu social, scolaire, juridico-médical une formation inédite en France. C'est un diplôme, Bac+3, de politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. J'ai découvert ça en faisant quelques recherches pour ce plateau. Ah ben vous me l'apprenez. Est-ce que ça peut être une bonne chose ? Oui, bien sûr, toutes les formations sont bonnes à prendre. Maintenant, je pense que Mais c'est méconnu encore, parce oui, que vous le voyez. complètement. Oui, mais je ne connaissais pas. Et moi, je pense que le problème du phénomène d'emprise, qui est à l'origine de toutes les formes de violence, devrait justement être pris en considération à part entière. C'est-à-dire qu'on devrait avoir des formations uniquement sur la notion d'emprise. Et ça met un peu de temps à démarrer, on va dire. Une dernière question. Au Canada, le pays reconnaît la présomption de légitime défense pour les femmes qui sont victimes de violences et d'emprise aussi qu'elles subissent. Il faudrait la même chose en France ? Ça pourrait être une bonne chose. En regardant le dossier de Madame Sauvage, je me suis rendu compte que le procureur avait opposé 3 coups de poing un coup de poing, voilà, un coup de poing à 3 coups de fusil, en omettant totalement 47 ans de violence, d'emprise, d'état de sidération, toutes les conséquences qu'il y a lorsqu'on est victime de violences conjugales, qu'elles soient morales, physiques, qu'il y ait des viols ou qu'il n'y ait pas de viols. Et là, du coup, toute la question est posée. On ne peut pas opposer un coup de poing, alors que ce n'est pas vrai, à 3 coups de fusil. Donc oui, il y a bien légitime défense quand on est au bout du rouleau et qu'on n'en peut plus. Certes, il vaudrait mieux que les femmes portent plainte. Il vaudrait mieux qu'elles aillent voir des associations. Mais en même temps, on sait que le parcours est tellement difficile pour elles, pour nous, parce que les associations ont un mal de... J'allais dire un gros mot. Mais les associations ont beaucoup de mal à survivre. Oui, on avait chaque parlé, année, effectivement, et je ne vous ai pas posé la question, est-ce que les choses vont un peu mieux pour votre association ? Non, pas du tout. Non, c'est de pire en pire. Les associations sont sans arrêt sur la sellette. Je veux dire, on n'a aucune pérennisation. On a beau sauver des vies et être d'intérêt public, comme a fait remarquer un sénateur, mais à part ça, on se demande chaque fois si demain on va pouvoir continuer. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc c'est ça qui est complexe, c'est ça qui est compliqué. On les pousse à pousser la porte effectivement d'associations pour ne pas en venir à se défendre elles-mêmes. Mais des associations qui ne sont pas assez soutenues. Voilà. Il y a encore du chemin à parcourir. Exactement. Merci Chantal Paoli-Texier d'être venue sur ce plateau, présidente d'AJC contre la violence, basée sur Morpa. Merci encore à vous. Un tout autre sujet à présent. Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, et Thierry Mandon, son secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, ont présenté cette semaine un plan destiné à remettre les bibliothèques universitaires au service des étudiants. Ça peut paraître malgré tout assez logique. Une extension des horaires d'ouverture ainsi que le développement de services numériques seront les leviers pour désengorger les établissements. C'est ce qu'ils ont annoncé. Quelles conséquences pour l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, par exemple? Les réponses avec Sephora Namani. Le plan national Bibliothèques ouvertes fixe des objectifs précis auxquels les bibliothèques de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines répondent déjà en grande partie. Il est question d'ouvrir au moins une bibliothèque dans chaque université jusqu'à 22h du lundi au vendredi, d'ouvrir également le samedi après-midi et d'assurer une permanence pendant les périodes de vacances scolaires. Les sites de Boulogne et de Saint-Quentin en Yvelines proposent déjà une large amplitude horaire qui leur permet d'arborer le label Noctambu, la certification d'une permanence de plus de 65 heures hebdomadaires, à savoir qu'en France, les bibliothèques universitaires ouvrent en moyenne 61 heures par semaine.
Le site de Boulogne accueille ses étudiants du lundi au vendredi jusqu'à 22h30 et le samedi jusqu'à 20h. Le site de Saint-Quentin-en-Yvelines ouvre ses portes jusqu'à 20h en semaine et le samedi jusqu'à 18h. Ces deux bibliothèques s'organisent pour assurer une permanence à chaque vacances scolaires. Sur le plan national, un appel à projet de 12,7 millions sur 2016-2019 sera lancé d'ici la fin du mois de février par Najat Vallaud-Belkacem et Thierry Mandon pour une mise en œuvre du plan Bibliothèques ouvertes dès la rentrée universitaire 2016. Seconde partie de ce journal du vendredi, nous passons à l'essentiel de la semaine, le zapping de l'actualité locale depuis lundi. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est indispensable de prolonger l'état d'urgence aujourd'hui? Je pense qu'effectivement, étant donné l'état de la menace, étant donné l'importance des mesures qui peuvent être prises dans le cadre de l'état d'urgence, le président de la République et le Premier ministre ont considéré qu'il fallait prolonger l'état d'urgence de 3 mois. J'y suis évidemment, pour ma part, en tant que préfet, favorable. Cette élection interne était surtout l'occasion de mettre en marche le parti avant l'échéance présidentielle et législative de 2017. Lourde responsabilité, parce que les Républicains, c'est et de loin le plus grand parti de France. Aujourd'hui, structuré et remis en marche depuis les mésaventures de l'UMP de l'époque. C'est exactement ce qu'on va continuer à faire dans les Yvelines. Je trouve pas ça légal du tout. Et je trouve que les voitures ont leur voie et on verrait pas ça en Suisse par exemple. Donc ici, ça favorise les gens à l'indiscipline. Il n'y a pas besoin d'une loi parce que c'est déjà actuel. Tous les motards sur le périphérique le font. Moi, je trouve que ça fluidifie le trafic à partir du moment où ils ne roulent pas comme des fous. Je n'ai pas oublié ce que je vous ai dit et c'est important que nous fassions tout ce que nous avons dit. Donc, d'ici la fin du mois de mars, je prendrai la décision sur l'aire de grand passage du sud des Yvelines. Entre-temps, je vais consulter encore. Olivier et Carole entament leur journée comme tous les jours, mais depuis quelques semaines, leurs habitudes ont changé. Fini les traditionnels carnets verts, ils dégainent leur smartphone, place au PV électronique. Avec ce type d'appareil, on a tout dessus. On peut verbaliser, faire tout type d'infractions, du stationnement comme du code route pour ceinture, excès de vitesse. 51 enseignants yvelinois promus ambassadeurs du numérique ont reçu aujourd'hui leur kit de travail. À l'intérieur, une tablette, un vidéoprojecteur et un visualiseur. Par le numérique, on multiplie les entrées possibles dans les savoirs scolaires et on est plus attentif à la diversité des apprentissages tels qu'ils se jouent dans une classe avec des élèves qui aujourd'hui, grâce à une approche parfois plus ludique mais qui ne renoncent pas aux exigences scolaires, pourront s'approprier plus aisément des contenus scolaires. Adieu le papier, place à la vidéo. Étudiants et demandeurs d'emploi se sont rendus à la maison de l'entreprise pour en savoir plus sur le CV vidéo. Un outil de plus en plus prisé qui intéresse Sabrine, étudiante en droit à la recherche d'un stage. On est tous liés aux réseaux sociaux, tout le monde a une page Facebook, donc je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose de concret et plus professionnel vis-à-vis du recruteur. Gelée de betterave, bœuf argentin, une cuisine gastronomique sans fioritures. Ici, la carte est courte, on trouve un menu unique qui change tous les 15 jours. On travaille beaucoup sur les textures, on respecte également les saisons de la pêche, des viandes. Voilà, faut pas oublier que même pour ça, il y a des saisons. Une flotte de 27 skippers de 9 nationalités prendra le départ de la 8e édition du Vendée Globe 2016. L'annonce a été faite à Paris pendant la cérémonie de présentation de l'épreuve. Parmi les concurrents, 2 Versaillais, Tanguy Delamotte et Éric Bellion. Il y a l'objectif sportif qui serait de faire le tour du monde en 80 jours. Avec ce bateau et avec le temps de préparation que j'ai eu, c'est quelque chose de possible, c'est un objectif réaliste. Et coup d'envoi du Vendée Globe en novembre. Ce sont à présent les jeunes qui s'expriment sur l'actualité locale et nationale. Comment ont-ils perçu les informations de ces derniers jours? La séquence est préparée par William L. avec les élèves du collège des Saules de Guyancourt. C'est quand par exemple on prend de la nourriture. Par exemple, il y a des enfants qui disent « j'aime pas, je mange pas » et du coup, au lieu de conserver la nourriture, on les jette à la poubelle. Par exemple, quand on a de la nourriture, au lieu de la jeter à la poubelle et puis après, je sais pas où elle va, mais la laisser, on pourrait très bien la mettre par exemple dans une boîte tupperware et la garder et la manger le lendemain. Par exemple, une expression qui dit ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Ça veut dire, voilà, comme ça, on a
Donc il faut quand même prévoir ce qu'on va manger d'abord. Donc voilà, parce que sinon après on va tout gaspiller. Donc alors on prend d'abord un petit peu de nourriture et après on en reprend si on en veut encore. Comme mon père fait, on regarde combien on est dans la famille, on achète ce qu'il faut de chacun et puis voilà, c'est tout. J'ai déjà vu acheter des cordons bleus, des croque-monsieur, des pâtes, des trucs comme ça, enfin des trucs qui se mangent. Ça passe par faire une liste. Quand on a le frigo, on regarde ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Ce qu'on n'a pas, on le met sur une liste pour aller faire les courses. Et ce qu'on a, justement, on ne l'écrit pas. Comme ça nous permet de ne pas racheter en double et de ne pas en racheter non plus un stock. Les grandes surfaces, en fait, quand les nourritures sont périmées de quelques jours, même de quelques heures, parce qu'il y a des opérations, il y a des heures et des dates, ils les jettent et puis mettent des produits de la javel ou des produits chimiques pour que les gens, comme les SDF, ne viennent pas les chercher, ne viennent pas les récupérer pour se nourrir. Il y a des gens qui sont dans la rue et qui sont dans le besoin et au lieu de mettre de l'eau de javel dans les poubelles, on pourrait très bien les sortir pour que eux puissent en profiter. Je sais pas, peut-être qu'un jour on inventera recycler la nourriture. Peut-être, je sais pas, on en fait une bouillie et après on a fait un seul repas. Un mot du programme de Radio Sensation à présent, nos confrères qui vous proposent ce week-end en hebdo politique avec Othman Nasrou, conseiller municipal d'opposition à Trappes, également élu Les Républicains à la région. Tout cela à 28 ans à peine, vous l'avez découvert récemment sur notre antenne dans le Café Politique. Il évoquera avec Nicolas Kirillovitz ses projets, son actualité. Écoutez cet extrait, il évoque son travail à la région. On a un ensemble de décisions qui ont été votées donc, au bout de 3 semaines de mandat, qui formaient quand même l'armature du projet de Valérie Pécresse. Il y en a d'autres qui vont arriver. C'est tout un mandat. On rappelle que le mandat, c'est 6 années. Donc là, c'est important de montrer que les engagements qui étaient pris sont tenus. Je pense que c'est important dans la période en plus qu'on vit. Après, on peut rediscuter du fond des propositions, mais on en avait largement parlé pendant la campagne. Moi, je trouve que ce sont des bonnes propositions, qu'on avance, que c'est dynamique. Et je pense que les prochaines séances du Conseil régional vont vous conforter, enfin me conforter en tout cas, dans cette décision. Et les retours sont d'ailleurs très bons. Les gens sont contents de dire on a voté, il y a du changement. L'actualité locale revient dès lundi en direct à 18h sur notre antenne. Première rediffusion 19h, aussitôt en replay sur le www.tvfil78.com. Et voici quelques-uns des sujets qui seront développés. La fusion des Yvelines avec les Hauts-de-Seine. Les choses se précisent avec la création ce vendredi matin, ce vendredi 5 février, d'un établissement public de coopération entre les deux départements. Les enjeux, les conséquences, ce sera en détail dès lundi. Et puis, le parc de Thoiry, c'est du loisir, va rouvrir ses portes après la période hivernale. Le 13 février, nous verrons les nouveautés qui vous attendent. Vous retrouverez juste après ce journal Mélanie Poquet pour le 7-8 week-end avec les idées sorties et loisirs pour les prochains jours. Et sachez que dans la nuit de dimanche à lundi, c'est le Super Bowl, la finale du championnat américain de foot US. Pour l'occasion, les Templiers d'Elancourt s'associent à un restaurant sur les Clés-sous-Bois de 22h à 5h du matin. Les courageux vont assister à la retransmission du match sur écran géant avec un show des cheerleaders et des jeux de pronostics également. Écoutez, Laurie Fournier, c'est la coach des cheerleaders justement de ce club organisatrice de l'événement. Tout le monde peut venir, c'est vraiment une ambiance fun, tout le monde s'amuse, c'est bon vivant, on mange des bons hamburgers, on regarde un bon match et voilà, il n'y a pas de prise de tête, c'est à l'américaine. À l'américaine, on rappelle que le match dure quand même plusieurs heures, c'est jusqu'à 5h du matin. C'est la fin de cette édition du vendredi 5 février, excellent week-end, notamment bon courage à ceux qui vont suivre ce Super Bowl, reprise du direct lundi 18h.